Le balado Saumon Québec est une présentation de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. La meilleure façon de nous soutenir et de rendre nos projets possibles, c'est de devenir membre. Cet épisode est une présentation de Guideline. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Salut Myriam Bergeron. Salut directrice générale de la FQSA. C'est le fun de se revoir pour une nouvelle saison de ce balado-là de saumon. C'est le fun. Je suis vraiment, vraiment contente de te retrouver. Encore une belle saison en perspective, je pense, pour 2026. Oui. Extraordinaire. Puis, aujourd'hui, on a un sujet qui est vraiment super important. On plonge dans le fabuleux monde de la conservation parce que bon, quand on parle du saumon, on parle souvent des fosses, du niveau d'eau, de ce qui se passe sur le bord de la rivière, mais il y a toute une autre partie de l'histoire du saumon qui se joue loin des sentiers, loin des rivières, dans des décisions, dans des collaborations avec des gouvernements, avec des scientifiques. Puis c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que nos saumons, c'est des grands migrateurs. Ils n'appartiennent pas à une rivière en particulier. Ils ne connaissent pas les frontières. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent ou qui s'intéressent à ces individus-là dans le cycle de vie du saumon. Absolument. Puis, tu sais, nous, depuis plusieurs années, on s'implique dans plein d'organisations, à plein d'échelles. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse justement en parler puis expliquer un peu aux gens, comme déjà avoir une certaine vue de cet univers-là, parce que, en fait, c'est drôlement rassurant de voir qu'il y a autant de monde mobilisé jusqu'à l'international, dans le fond, pour le saumon. Ben oui. Ben, aujourd'hui, on vous amène dans le backstage de la conservation pour savoir qui décide quoi, comment est-ce qu'on travaille ensemble, puis tout ça. Puis pour en parler, on reçoit André Saint-Hilaire, bonjour, qui est chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Puis tu joues un rôle central, tu pourras nous l'expliquer, dans un projet qui s'appelle Joint Venture. Oui. Avec plaisir. Une grosse histoire de collaboration. Donc, c'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui. Parce qu'au fond, la vraie question, c'est quand on veut protéger le saumon d'ici, jusqu'où il faut aller? Oui. Jusqu'où il faut aller géographiquement ou en termes de décision. Donc, on parle de collaboration aujourd'hui pour la conservation de cette belle espèce. Absolument, absolument. Alors, puis c'est vraiment un plaisir, André. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Puis je suis vraiment fière, en fait, que les gens, notre public, va apprendre à te connaître à travers cet épisode-là. Ça va me faire plaisir, surtout du fait qu'on vient parler de sujets qui me sont chers, qui me tiennent à cœur. Donc, avec grand plaisir, je vais essayer d'apporter une petite lumière sur tout ce monde-là, de la collaboration, de la coopération scientifique en vue de la conservation de notre saumon. Bien, moi, avant qu'on aille jusque-là, j'aimerais ça remonter jusque dans ton enfance. Conte-moi donc ta vie 2-3 fois dans le détail. On va en sauter quelques étapes, peut-être. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves à travailler sur des projets comme ça, à faire de la recherche comme ça? Ça part d'où? Est-ce que le saumon dans ta vie, ça a toujours été quelque chose d'important ou c'est arrivé comme par hasard? C'est très intéressant que tu poses la question parce que contrairement à tous celles et ceux qui sont venus à ce micro, peut-être, ou en tout cas une grande majorité, je ne suis pas biologiste de formation. Donc, ma formation à la base, c'était en océanographie, puis j'ai bifurqué vers ce qu'on appelle l'hydrologie, c'est-à-dire la science de l'eau dans les rivières à partir des études de deuxième cycle. Et ce qui m'a amené au saumon, c'est que quand j'ai travaillé à la maîtrise, j'ai travaillé sur la rivière Miramichi, que plusieurs pêcheurs de saumon connaissent. C'est une rivière assez mythique qui fut jadis celle qui avait la plus grosse population de saumon en Amérique du Nord. Et donc, j'ai eu cette chance-là de travailler d'abord dans les estuaires, en milieu aux embouchures de rivières, là où l'eau salée rencontre l'eau douce. Puis, éventuellement, fait comme le saumon, j'ai remonté. Et puis, je suis allé du côté d'un ruisseau dont certains ont peut-être déjà entendu parler, le ruisseau Catamaran, qui était un bassin versant, donc une rivière expérimentale sur laquelle on étudiait l'impact de la coupe forestière à l'époque. Okay. Ça fait quand même, j'ai des cheveux gris, ça fait un petit bout de temps, sur l'habitat du saumon. Donc, c'est là que ça a démarré. Et j'ai toujours, depuis, été entouré de biologistes qui travaillent sur le saumon. Et ça m'a amené, donc, à essayer de les aider avec ma petite contribution qui se fait plutôt du côté des habitats physiques du saumon. Et donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ça avec grand bonheur. Puis, basé où, l'INRS? Alors, l'Institut national de la recherche scientifique, pour vos membres, vos auditeurs, c'est essentiellement une constituante de l'Université du Québec, au même titre que l'UQAR, que certains connaissent, ou
l'UQAM, que tout le monde connaît. Sauf que ça a la particularité de focaliser seulement sur les études de 2e et 3e cycle. Donc, il n'y a pas de baccalauréat à l'INRS. On forme des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et donc, c'est très orienté vers la recherche. Et dans notre cas, le centre où je suis, c'est le centre Eau, Terre, Environnement. Et donc, comme le nom le dit, on fait de la recherche appliquée, soit dans les rivières, les lacs, les milieux côtiers, ou alors du côté de la géologie, de la géophysique. Donc, on est un groupe d'une 40aine de professeurs. Et on fait de la recherche, puis on encadre nos étudiants à la maîtrise au doc. Donc, c'est un emploi assez fascinant, très intéressant. Dont plusieurs projets, j'imagine, sur le saumon maintenant. Oui. On a une belle équipe à l'INRS qui travaille sur le saumon. Donc, on est plusieurs chercheurs. Donc, plusieurs auditeurs connaissent probablement Normand Bergeron, qui est impliqué, ici, qui est venu déjà. 2-3 fois quasiment. Oui, j'en doute pas, qui a dirigé longtemps un centre de recherche qu'on appelle le CIRSA, le Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique. On a maintenant, depuis quelques années, le plaisir d'avoir une chercheure qu'on a volée, entre guillemets, à Pêche et Océan Canada, Eva Enders, qui est une écologiste de poissons, mais qui travaille beaucoup sur le saumon aussi. Donc, une belle petite équipe à l'INRS qui travaille sur le saumon. Puis vous avez quand même beaucoup de projets, entre autres, là, justement. Toi, tu t'intéresses beaucoup à la température de l'eau, qui est un sujet, ma foi, très, très important. Un sujet chaud, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. De plus en plus. Mais dans les thématiques de recherche, là, justement, plus appliquées, justement, tout à fait. Ça peut ressembler à quoi, vos projets? Bien, on a beaucoup travaillé sur développer des outils qui nous permettent de mieux comprendre et caractériser les habitats des saumons en eau douce. Donc, il n'y a pas que la température, comme vous le savez tous et toutes. Les niveaux d'eau, les fameux débits sont très importants pour le saumon, pour sa montaison, pour sa dévalaison. La température en est un, mais il y a d'autres variables de qualité de l'eau qui sont tout à fait aussi importantes. On n'a pas encore, et je touche du bois, de problématiques d'oxygène dissous de ce côté-ci, mais quand on regarde les petits cousins du côté du Pacifique, il y a des endroits où ça commence à être un problème sérieux, l'oxygène dissous, durant les périodes d'étiage sévère, lorsque les niveaux sont très bas et il fait chaud. On a des problématiques de frayères dans certains cas, avec la quantité de sédiments fins qui peuvent se déposer sur nos frayères à saumon, qui peuvent colmater les frayères. Donc, c'est ce genre de problématiques-là qu'on regarde. Et notre approche est toujours d'arriver avec des outils qui permettent aux gestionnaires de résoudre ces problèmes-là d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a beaucoup de développement de ce qu'on appelle des modèles. Ce sont simplement des outils mathématiques, c'est pas de la magie. Et ces outils mathématiques-là nous permettent de simuler ce qui se produit en rivière sur nos ordinateurs, parce qu'en rivière, évidemment, si on attend que les événements se produisent, 1, il est trop tard. Ouais. 2, bien, ça nous donne seulement un éventail limité de ce qui peut se produire. Donc, avec ces outils mathématiques-là, on arrive à reproduire toutes les conditions auxquelles nos saumons font face à divers moments. Même si on n'est pas sur la rivière au moment où ça se produit, on a quand même l'information et elle est quantitative parce qu'on traduit ça en chiffres. Est-ce que ça vous permet aussi de tester qu'est-ce qui arriverait si, tout à fait, des décisions de gestion, mais hypothétiques avant de les faire pour vrai? Effectivement. Donc, on peut regarder ce qu'on appelle dans notre jargon les stresseurs multiples. Ça veut dire le saumon se fait attaquer de tous côtés, entre guillemets, là, les températures chaudes, les niveaux bas, le substrat qui n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être, etc., etc. Donc, nous, on peut cumuler tous ces facteurs-là dans nos outils mathématiques et arriver à dire au gestionnaire, bien, si cette situation-là se produit, bien, voici les conditions auxquelles le saumon va faire face et donc, vous pouvez prendre des décisions de gestion qui seraient autres que celles que vous prenez sans avoir cette information-là. Puis, bien, évidemment, le grand sujet, c'est les changements climatiques. Et quand on parle de scénario, bien là, on est capable, avec nos outils, de faire des simulations, des scénarios de changement climatique, certains plus optimistes que d'autres, certains plus pessimistes que d'autres, puis d'aller voir qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le saumon dans peut-être 50 ans, 100 ans. On est capable de faire ça maintenant. Puis, tu sais, on a parlé, Lynn, dans un autre épisode, un peu de l'évolution de la technologie, des différents outils, justement, auxquels on a accès, puis à quel point ça s'est démocratisé aussi, cet accès-là. Ça, je trouve ça vraiment incroyable. Puis ça, c'est un exemple vraiment frappant, en fait, de l'importance de ce que la recherche peut faire en termes appliqués, puis de l'importance, justement, de ce maillage-là entre le monde de la recherche avec des outils, tu sais, à la fine pointe, puis le lien avec
les gestionnaires de rivières, les gens au gouvernement qui travaillent autant en gestion, mais qui sont des décideurs, puis qui ont à prendre des décisions sur le terrain, prioriser des actions par rapport à d'autres, se projeter, puis décider finalement qu'est-ce qu'on va faire sur le territoire pour vraiment protéger ces habitats-là, s'assurer que le saumon puisse revenir dans 50 puis dans 100 ans. Je trouve ça absolument fascinant, puis c'est tellement important d'avoir ces maillages-là, en fait, qui vont permettre de passer de la science de très, très haut niveau, mais qu'après ça, sur le terrain, les acteurs soient capables de le comprendre, de l'utiliser comme un gouvernail, au final, pour avancer. Puis le rôle pivot que joue, entre autres, la FQSA, ce genre d'organisme-là, qui est capable de faire le pont entre cette recherche-là qui peut malheureusement se faire en silo si on n'avait pas ces occasions-là, et nous amener à vraiment nous asseoir avec les gestionnaires, les usagers, et leur dire, voici ce que tout ça, ça veut dire concrètement. Je pense que c'est central, ça rend la recherche pertinente. Sinon, ça devient un exercice théorique qui peut être très amusant, on s'entend, mais moins utile. Ça dépend pour qui. Non, puis en même temps, c'est ça, on a tellement besoin de le comprendre, on le sent, ces changements climatiques-là, cette urgence-là d'agir, puis je trouve qu'avec la complexité des dossiers, finalement, qu'on a pour se dire, il n'y a pas plusieurs Québec un par-dessus l'autre. Là. Je veux dire, il faut réussir à pouvoir faire de la foresterie, oui, avoir de l'extraction minière, il faut réussir à avoir des villes, avoir tout ça. Les usages multiples mais comment on fait pour le mailler avec la conservation? C'est un sacré défi, puis on a tellement besoin C'est un défi constant, effectivement. Puis nous, bien humblement, on pense que nos outils permettent de faire un pas dans la bonne direction. Et on ne le fait pas seul. On va parler de collaboration tout à l'heure. On va voir que ça déborde rapidement les frontières du Québec. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, le saumon, une partie de son cycle de vie se fait dans sa rivière natale, bien entendu. Là, vos auditeurs le savent très bien. Mais il y a une partie de ce cycle de vie-là qui se fait en océan. Et là, on n'est pas seul. On ne peut pas être seul à regarder ces approches-là. Il faut qu'on le fasse en collaboration avec toutes les parties prenantes. Et ça se fait au Québec, bien entendu. On a de belles équipes qui travaillent là-dessus au Québec. Mais il faut regarder ce qui se fait à l'extérieur du Québec. Et on a développé des outils de collaboration qui nous permettent de faire ça. Donc, peut-être justement, tu peux, ton beau chandail du plan conjoint de recherche sur le saumon atlantique, je pense qu'il est un bel exemple, puis que justement, tu as un rôle important dans cette organisation. Oui, je trouve que c'est un bel exemple. Donc, je pense qu'on a pris un peu le modèle québécois de collaboration, puis on a réussi à quelque part à l'exporter hors Québec. Et ce programme-là, qu'on appelle dans notre jargon le JV, parce qu'on utilise l'acronyme anglais, puis JV, ça veut dire Joint Venture. Oui, puis d'ailleurs, moi, le seul Joint Venture que je connais, c'est en finance. Quand les gens se partagent les mêmes ressources puis font une collaboration, mais la philosophie est un peu... Exactement, c'est la bonne image, sauf qu'on n'est pas dans les gros sous autant, mais... on aimerait ça! On aimerait bien, oui. Mais donc, ce plan de recherche conjoint-là a vu le jour il y a maintenant 9 ans, je crois. Et c'était un peu l'idée de base, c'était de regarder comment, au Québec, on a eu pendant des dizaines d'années, le Centre interuniversitaire de recherche du saumon atlantique qui fédérait les chercheurs québécois et qui, en collaboration avec la FQSA, organisait à chaque année des forums pour que les gens se parlent, essayait de démarrer des projets conjoints et ça a très bien fonctionné. C'est un bon modèle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'échelle de toute l'ère de distribution du saumon en Amérique du Nord, il y a eu cette idée qui a germé, et j'aimerais en prendre le crédit, mais c'est pas moi, de dire comment on pourrait fédérer toutes les forces vives de la recherche sur le saumon en un seul endroit pour que tout le monde arrive à se parler, à la fois du côté des habitats dulcicoles, donc en rivière, mais aussi des habitats en eau salée, en milieu côtier, dans le golfe, etc. Et de cette vision-là est né le programme conjoint de recherche du saumon atlantique, qui a d'abord été financé par Pêche et Océan Canada. Donc, la graine qui a été semée, c'est par le gouvernement fédéral. Donc, merci, tant mieux. Mais rapidement, se sont greffés un paquet de gens. On a maintenant 37 chercheurs qui travaillent dans le projet conjoint de recherche sur le saumon atlantique. Et on traite de tous les sujets du saumon. Donc, on a des chercheurs qui se spécialisent
en génétique, en signature des isotopes. On a des chercheurs qui font de la modélisation en eau salée. On a des gens qui travaillent sur les habitats en eau douce. On a des gens comme moi qui se cognent la tête sur les problèmes de température de l'eau. Donc, c'est très, très varié. Et on a réussi, dans les 6 dernières années, à amener la recherche du saumon à un autre niveau, celui de la collaboration interdisciplinaire. Il y avait beaucoup, et on le sait, le saumon, ça a été un des poissons qui a été le plus souvent utilisé comme sujet de recherche par les chercheurs intéressés aux habitats aquatiques ou à la faune aquatique en général. Donc, c'est un poisson sur lequel il y a eu énormément de recherche. Mais c'est souvent parcellaire, c'est souvent en silo. Et là, pour une fois, on a vraiment réussi à réunir tous ces gens-là qui s'y intéressent et ça a donné de fort jolies, fort impressionnantes collaborations. Puis ce que je trouve impressionnant aussi là-dedans, parce que évidemment, la FQSA, via moi, on est... Vous êtes membre actif, je peux en témoigner tout à fait. Non, bien, on est membre, puis moi, je trouve ça incroyable parce que c'est un peu l'histoire aussi qu'on a faite de collaboration à plein d'égards, mais de voir qu'il y a tellement de monde intelligent qui sortent des universités, des chercheurs gouvernementaux, autant du fédéral que du provincial, puis des gens qui sortent de leurs organisations pour se rendre là. Ça témoigne aussi à quel point le sujet il est important, puis les personnes, au-delà des organisations, les personnes, ils veulent que ça fonctionne. On souhaite que ça serve à quelque chose, puis que dans l'objectif commun qui est tout à fait la pérennité des populations de saumon, c'est vraiment incroyable. J'en comprends que la FQSA a été très facile à convaincre, mais d'un point de vue plus global, à quel point ça a été compliqué, difficile ou facile de convaincre ces gens-là de s'organiser en interdisciplinarité? Bien, j'y arrive, mais je veux revenir rapidement sur le point de Myriam. C'est que ce qui est fascinant aussi, c'est que on a autour de la table des organismes comme la FQSA. Donc, cette recherche-là, automatiquement, parce qu'on a la FQSA, on a la Fédération du saumon atlantique, on a des ministères qui sont présents tant provinciaux que fédéraux, des communautés autochtones, mais tout à coup, la recherche ne peut pas simplement être une recherche vaporeuse dans les nuages. Elle doit servir. Exactement. Oui. On se fait ramener à des problématiques très concrètes par ceux qui ont les bottes sur le terrain. C'est très important. On n'est pas juste dans l'avancement des connaissances. Exactement. Et là, évidemment, ce que ça a fait, c'est que ça nous a donné des munitions pour aller parler aux chercheurs qui peut-être hésitaient, peut-être qui disaient, est-ce que... Bon, tous les chercheurs se disent très occupés. Tout le monde est très occupé. Ils ne sont pas différents des autres. Mais comment on peut attirer ces chercheurs-là, les chercheuses, en leur disant, OK, ça va te coûter un peu de temps, mais voici ce que ça rapporte. Ce que ça rapporte, c'est que tu as une oreille. Tu as quelqu'un qui va écouter ce que tu nous donnes comme résultat de ta recherche et comment ça peut s'appliquer. Et en ayant cette oreille-là, toi, tu vas être capable, chercheur, chercheuse, de penser, OK, dans cette optique-là, quelle est ma prochaine étape? Comment est-ce que je peux améliorer ce que j'ai déjà été fait pour que ce soit utile? Puis orienter les projets de recherche pour que ça soit conséquent avec les besoins de la réalité du saumon. Puis permettre d'aligner les outils en cascade. Hein? On a cette chance-là maintenant, grâce à ces collaborations-là, on peut dire, si un chercheur, une chercheuse a développé un outil A, l'autre chercheuse dit, l'outil A, il va me servir dans l'outil B, et l'outil B, ultimement, va servir au... Donc, on est capable de mailler ces développements-là de façon beaucoup plus naturelle parce que tout le monde est autour de la table. Donc, c'est les chercheurs les plus durs à convaincre. C'est ça? Ce que je trouve vraiment beau aussi, de par la présence de nos types d'organisations qui sont plus, justement, communautaires, puis qu'on est très en lien avec le terrain, c'est que tout ça finit aussi par de l'éducation, de la sensibilisation sur plein de sujets, puis on en parle sur le bord des rivières. Là, je veux dire, moi, je vis ça vraiment au quotidien, puis ça permet tellement de démocratiser cet accès-là, puis au final, de aussi mobiliser les utilisateurs, les citoyens, les gens, les organisations sur des bonnes questions où on se dit, OK, oui, il y a un problème là, on va faire confiance à la recherche, parce qu'on a une rétroaction, on a une relation, en fait. Oui, puis l'exemple qui me vient en tête, je prêche pour ma paroisse, hein, je travaille beaucoup sur le régime thermique des rivières, les températures de l'eau, mais les membres de la FQSA
savent où se trouvent les refuges thermiques sur les rivières, savent où le saumon se loge quand il fait chaud. Et ça, c'est une information qui est précieuse parce qu'après ça, si mon équipe veut développer un outil mathématique pour pouvoir dire, bon, ben, le refuge, quelle taille a-t-il, comment ça varie en fonction du niveau d'eau, qu'est-ce qui arrive quand il fait plus chaud, plus froid, ben, il faut d'abord que je sache où il se trouve, ce refuge-là. Et donc, encore une fois, d'avoir une connexion qui nous permet d'aller questionner et de dire, bon, ben, sur telle rivière, qui pourrait me dire où est un refuge thermique? Bien, ça se fait maintenant naturellement à travers ces forums-là. Donc, c'est la beauté de la chose, selon moi. Comment on fait pour trouver un langage commun ou donner de la valeur à du savoir terrain qui n'est pas nécessairement académique? Est-ce que c'était difficile au début? Là, j'en comprends que c'est un groupe qui a l'air de bien fonctionner. Il y a une confiance mutuelle dans différents types de savoirs et de données, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été intuitif comme ça. Là. Non, évidemment pas. C'est un apprentissage de part et d'autre, hein, parce que d'abord, il peut toujours y avoir une petite réticence à dire, OK, je vais aller parler à ce chercheur-là ou cette chercheuse-là, puis elle va me regarder de haut parce qu'elle pense qu'elle est omnipotente, omnisciente. Mais ce n'est pas le cas. On se rend compte qu'il y avait des lacunes sévères. Et je pense qu'une des choses qui a aidé à faire en sorte que maintenant, cette science-là se démocratise, c'est qu'on a eu tous un électrochoc dans les dernières années parce que nos amis des Premières Nations nous ont dit, on en a du savoir. Ouais. On a beaucoup de savoir. Et si vous voulez qu'on se parle, on va vous parler de notre savoir, mais il faut qu'on partage cette information-là. Vous ne prenez pas l'information, puis vous partez en courant. Et ça s'applique aussi à tous les membres de la FQSA qui fouettent toutes les rivières depuis je ne sais pas combien d'années, qui ont aussi ce savoir-là, qui ont des décennies de savoir sur leur cours d'eau. Donc, d'aller pouvoir puiser cette information-là, mais qui a une rétroaction à travers les vecteurs qu'on a comme la FQSA, bien, c'est de première importance. Puis c'est comme ça que les dialogues se sont établis. Puis trouver une façon de valoriser ça aussi, le savoir-terrain, qui est peut-être pas chiffré de la même façon qu'un article scientifique à évaluation par les pairs, mais les ornithologues ont compris ça depuis longtemps. Hein? Oui. En ornithologie, les observations viennent de la science participative. Tout à fait. Puis ça sert la science, puis c'est aussi solide puis robuste que des données qui sont récoltées par des scientifiques, parce qu'on n'a pas assez de scientifiques pour comptabiliser tous les oiseaux de la planète, mais c'est comme les premiers à avoir eu la vision, puis là, j'ai l'impression que c'est en train de s'installer dans d'autres domaines, mais tranquillement. C'est pas aussi instinctif, là. Ben, c'est pas aussi instinctif, puis c'est assurément la somme de plein d'initiatives. Tu sais, je veux dire, il y a eu, dans le cadre de la recherche, il y a eu des gens qui ont développé des guides pour mieux collaborer, entre autres, avec les Premières Nations, avec des gens de terrain. Il y a des gens qui se posent la question comment qu'on fait pour faire de la science participative. Des fois, c'est de la gouvernance participative, de l'information. Comment on fait pour avoir des ententes puis mettre des bases solides pour que ce soit de la communication puis une discussion. Puis je trouve ça le fun parce que FQSA, on a fait avec le CIRSA, justement, le Forum des savoirs sur le saumon atlantique. Puis, pour moi, c'était comme... Je trouvais ça incroyable que, pour une fois, il y a un forum scientifique dont la prémisse de base, c'est la valorisation des savoirs. Oui. On parle des gens avant de parler de données, mais on parle de science. Oui, tout à fait. C'est un exemple hyper concret, puis il y en a plein, là. Puis je trouve que le saumon se prête bien à ça par rapport à d'autres espèces parce que la population a accès à l'espèce puis a un savoir vraiment réel sur l'espèce, plus que peut-être les tortues marines ou d'autres espèces moins accessibles. Fait qu'on n'est pas encore dans les oiseaux puis l'ornithologie, mais pour les autres espèces pour lesquelles c'est possible, le saumon a vraiment un beau potentiel. Je suis d'accord avec toi. Je pense que il y a la même passion. Chez les ornithologues, on a une passion des oiseaux, puis je pense que nos pêcheurs, nos gestionnaires sont aussi passionnés par le saumon que les ornithologues le sont par les oiseaux. Donc, il y a un beau parallèle à faire. Et puis, encore une fois, des événements comme les forums des savoirs, c'est le pivot qui nous permet justement de faire d'établir une meilleure relation, d'aller chercher l'information des usagers et que les usagers voient vers où on s'en va avec la recherche. Puis, ça va être de plus en plus formidable. Peut-être qu'ils vont à un moment donné nous dire, ben oui, vous allez dans cette direction-là, mais nous, ce qu'on voit sur le terrain, ça va un petit peu plus à gauche, un petit peu moins à droite. Pouvez-vous vous ajuster?
je pense que c'est gagnant-gagnant, ce genre de situation. C'est-tu déjà arrivé que la science était complètement dans le champ? Oh mon Dieu, oui. Non, mais ça doit Ah, ben oui, ça fait partie de la démarche. On émet une hypothèse, puis elle peut être vraie ou fausse. Sur le terrain, on voit quelque chose de différent. Oui, oui. Bien sûr. Des fois, il faut réajuster les outils. Belle leçon d'humilité. Oui, oui, mais je me rappelle, salutations Caroline Guélis, qui étudiait, je pense que c'était de l'ADN environnemental qu'elle faisait, puis à un moment donné, c'est comme, voyons, il y a la présence d'une espèce que personne ne s'attendait, puis voyons, ça fait pas de sens. Puis au final, ils se sont rendus compte que ça avait un lien justement avec la communauté, avec des pratiques traditionnelles qui impliquaient des cérémonies, donc ça avait du sens. Puis que ça avait du sens, mais je veux dire, la science n'était pas capable. La science n'était pas capable de comprendre ça. C'est vraiment de par le savoir puis les pratiques traditionnelles de la communauté là-bas qui ont fini par démystifier. Puis c'est beau, en fait. Oui, la science ne l'avait pas capté du tout. Non, c'est ça. C'est du bonbon, ça. Et un autre exemple qu'on peut donner, où c'est encore une fois une collaboration avec la FQSA, c'est qu'on a, depuis maintenant une dizaine d'années, établi un réseau de suivi de la température de l'eau dans les rivières à Saumon. C'est une belle histoire, c'est un beau succès parce que c'est une collaboration. C'est une façon coopérative d'aller chercher l'information essentielle sur comment nos rivières sont en train d'évoluer en termes de température. Donc, on est rendu à plus de 600 stations. Wow! Mais là, ce ne sont pas les chercheurs là, ce sont les organismes, ce sont les membres de la FQSA, entre autres, mais les membres d'autres organismes aussi, qui disent, moi, sur ma rivière, je sais où il faut placer ce thermographe-là pour avoir de la bonne information. Envoyez-moi l'instrument, je m'en occupe. Ah, ça, c'est formidable. Je vais l'installer, je vais vous renvoyer l'instrument. On a 600 stations maintenant, sur presque toute l'aire de répartition du saumon atlantique en Amérique du Nord. Donc, c'est quelque chose, avec un bon gros noyau de stations au Québec. Myriam va être d'accord avec moi. Il nous reste du travail à faire. Pas complet, mais vraiment, on commence à avoir une belle couverture. Et ça, c'est impossible pour des chercheurs, même si ça se peut pas. Il faut que la communauté, ceux qui sont impliqués, passionnés par le saumon, nous aident à faire ce genre de déploiement-là. Et ça se produit maintenant depuis presque 10 ans. Ça va en augmentant. Donc, c'est une belle réussite. Puis pour moi, là-dedans, tu sais, c'est que chaque type d'organisation ou chaque personne peut avoir un rôle qui est différent, puis il faut vraiment le voir dans la synergie puis la complémentarité de nos rôles. La FQSA ne sera jamais des chercheurs, mais les chercheurs, je pense que la FQSA est meilleure pour gérer des gestionnaires puis du déploiement ou changer des batteries de thermographes. J'en doute pas. On peut mettre du temps là-dedans pendant que vous travaillez à développer des modèles dont on a besoin, puis que dans le fond, on fait juste s'entraider là-dedans. Je trouve tellement que c'est un bel exemple, en fait. Moi, je trouve. Puis oui, il y a de l'amélioration à faire, puis mon petit éditorial, c'est qu'il faut aussi que les bailleurs de fonds aient envie de financer ça puis de nourrir cette collaboration-là. C'est tellement le moteur qui est le plus efficace. Mais exact, tu sais, pour être efficace, justement, dans le déploiement de matériel, rapatrier de la donnée, partager l'information, il y a toute une logistique puis une danse collaborative là-dedans que je trouve vraiment intéressante. Puis j'espère, en fait, que RIF-Temp va être un exemple qui va inspirer d'autres personnes puis d'autres modèles de sciences participatives, en fait. Bien, on le voit dans le suivi d'autres variables de qualité d'eau. Tu parlais d'ADN environnemental plus tôt. Encore là, aller chercher l'échantillon, il n'y a personne de mieux placé que les gens qui sont sur le terrain puis qui connaissent la rivière puis qui peuvent aller... Ils connaissent tous les chemins, ils savent comment y aller être efficace. Nous, on va se perdre dans le bois, c'est évident. Donc, mais pour les données, justement, toutes ces données-là qu'on récolte avec les instruments, tout ça, est-ce qu'il y a des enjeux de partage de données? Là, on parle de données scientifiques, on parle d'international aussi, c'est pas juste des données du Québec. Non. Là. Ça se passe comment? C'est une excellente question. C'est un des grands défis que le GV, pour employer l'acronyme qu'on utilise habituellement, le plan de recherche conjoint de recherche sur le saumon atlantique, essayer de relever. Et là, on s'est buté, malheureusement, à des portes closes. Il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement un égoïsme scientifique. Souvent, il y a des juridictions qui ne permettent pas ce genre de partage-là. Donc, des bases de données fédérales, des fois, sont assujetties à des réglementations qui ne nous permettent pas de vraiment y avoir accès de façon publique.
Il en va de même pour certaines communautés, certaines Premières Nations qui maintenant disent, c'est notre savoir, ce sont nos données. Si vous voulez l'utiliser, venez nous parler, puis on va essayer de co-créer quelque chose ensemble. Donc, ça ralentit. C'est correct, on s'entend. Mm-hmm. Alors, ce que le JV a décidé de faire, c'est d'essayer non pas de rassembler toutes les données, mais de créer ce qu'on appelle dans notre jargon une base de métadonnées, c'est-à-dire des données sur les données, à savoir... Il existe ça, c'est à telle place, si Exactement. vous en avez besoin, parlez-vous. Exactement. Okay. C'est ça qui existe. Bien résumé. C'est la meilleure définition de métadonnées que j'ai entendue depuis très longtemps. Donc, c'est ça. C'est l'idée d'avoir l'information sur quelle variable a été mesurée, où a-t-elle été mesurée, quelle longueur de série chronologique on a, est-ce que c'est à qui il faut parler, comme tu l'as si bien dit, c'est où le point sur la carte. Tout ça va être dans la base de données du JV, mais la donnée, non, on ne peut pas, malheureusement. Bien, il y a ces contraintes-là, juridiction un peu, puis institutionnelles, mais dans la mentalité d'un chercheur aussi, moi, je le vois à quel point c'est en train de changer. Au départ, c'était... J'ai passé 25 ans à mettre mes fonds de recherche à récolter ces données-là. Je ne vais pas me mettre à partager avec tout le monde. Puis après ça, là, on est plus dans un open access où on se dit, bien, la meilleure façon de valoriser mes données, c'est de les faire utiliser le plus possible par les autres puis que je sois citée pour les travaux que j'ai faits. Mais je le vois dans la démarche scientifique à quel point il y a une génération qui a une mentalité complètement différente de nos vieux chercheurs. Là. Tout à fait. C'est en train de changer. Il y a comme deux couches. Là. Il y a la juridiction, puis les trucs, les contraintes administratives, plus la mentalité des gens qui ne se lèvent pas nécessairement le matin en se disant « Hey, moi, là, let's go, mes données, c'est pour l'humanité au complet. » Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi un bout de cette culture-là qui est venu avec le désir de la collaboration puis de partager de l'information. C'est aussi prendre conscience de la propriété intellectuelle de ces données-là. Fait que, c'est comme ça me fait plaisir de partager de l'information avec toi, mais je veux que tu me dises merci, puis pareil, et vice-versa. Puis c'est tellement vrai et humain. Puis un des éléments de base de la collaboration, c'est sûr que je pense qu'il y a eu bien des gens qui ont été échaudés dans le temps aussi, puis qui avaient mené à ces cultures-là plus d'être en silo. Tandis que là, ben, je trouve que c'est beau, en fait, qui est en train de se développer. Oui, on va dans la bonne direction. Puis on peut comprendre que dans certains cas, il y a justement des enjeux d'intendance puis de gestion. Parce que si le chercheur ou la chercheuse partage ses données et que, pour une raison X, la décision de gestion qui est prise suite à l'utilisation de ces données-là va à contre-courant avec ce que les organismes qui ont récolté les données voulaient, bien, ça peut créer des frictions. Donc, il faut, mais dans ce qui s'en vient, puis tu avais tout à fait raison, de plus en plus, les bailleurs de fonds pour la recherche nous disent « OK, vous allez rendre toutes vos données disponibles. » Donc, c'est plus une question. Vous voulez être subventionné, vous n'avez pas le choix. Vous devez partager vos données. Donc, ça va arriver. Mais malheureusement, toute cette longue histoire ce long historique de données qu'on a pour le saumon, ça va être très difficile d'un jour avoir la grosse base de base. C'est pharaonique comme projet. Là, c'est immense. Donc, mais au moins de savoir où et quoi, comme tu l'as si bien dit, c'est le premier pas. Oui, vas-y. Non, mais j'ai comme plein de questions par rapport à ça, mais... Une des choses sur lesquelles on peut se pencher tranquillement, c'est que ça va jusqu'à l'international, tout ça. Exact. Ouais. Ben oui. Donc là, on a notre fameux saumon qui, comme tout le monde qui vous écoute le sait bien, va se promener en mer, passe 1 année, 2 années à se nourrir en mer, à croître, puis tout à coup nous revient. Cette partie-là de son cycle de vie, ben, on peut pas l'étudier ni la gérer seul. Alors, il existe des organismes internationaux. Celui qui est le plus connu, c'est l'OCSAN, donc c'est l'organisme de conservation du saumon de l'Atlantique Nord. Ce qu'on appelle le NASCO aussi, NASCO, qui est l'acronyme anglais. En anglais. Exactement, exactement. Donc, les genres de Nations unies de la salmosphère. Tout à fait. Wow. Ça aussi, c'est la bonne image, exactement. Et le Canada, il joue un rôle prépondérant. Le Canada et le Québec. Le Québec est représenté par le truchement du Canada, mais a ses propres actions à travers l'OSCAN. Et là encore, il y a un enjeu de partage d'informations. Ben oui. Il y a un enjeu de gestion collaborative qui depuis des années, a évolué, qui commence à converger vers quelque chose de plus intéressant. Donc, par exemple, il y a 2 ans, on nous a demandé à nous, les chercheurs du Québec,
de piloter un premier... vous allez me dire, c'est un rapport, c'est pas concret, mais on nous a demandé de répondre à la question, qu'en est-il des stress dans les habitats d'eau douce à travers, non pas juste notre territoire sur le Québec, mais partout. Donc, il a fallu qu'on cogne à des portes. On est allé cogner à des portes de chercheurs en Angleterre, dans le Royaume-Uni, en France. On a cogité ensemble. On a partagé de l'information et on a pu dresser le portrait, qui malheureusement n'est pas aussi beau qu'on le souhaiterait, de l'évolution des niveaux d'eau, des débits et des températures de l'eau, non pas seulement au Québec, mais pour l'ensemble de l'aire de répartition du saumon atlantique. Donc, c'est un premier exemple de collaboration. Et cette collaboration-là était possible parce que nous sommes membres de l'OSCAN, un membre très actif, mais aussi parce qu'on avait ce noyau de chercheurs-là qui avaient déjà fait des travaux similaires au Québec puis dans le reste de l'Est du Canada. Et ça a comme jeté les bases pour pouvoir aller faire ce travail-là à l'international. Donc, collaboration internationale, c'est bien parti. Et on a cet organisme, ces Nations unies-là du saumon qui nous permettent, de la salmosphère, qui nous permettent d'avoir ces communications-là. Donc, c'est des réunions régulières. On nous demande cette année de donner nos objectifs pour les X prochaines années. Donc, il faut que le Canada, le Québec, se positionne au sein de l'OSCAN pour dire, voici ce que nous allons faire. Donc, on a commencé à mettre des solutions sur la table. La FQSA a fait partie de ces discussions-là. Nos ministères provinciaux ont fait partie de ces discussions-là. Quelles seront les actions concrètes qu'on peut faire pour le saumon dans les X prochaines années? Et là, c'est comme les Nations unies. On dit, on s'engage. Et voici, dans X années, on va faire rapport sur ce qu'on a fait. Évidemment, il n'y a personne qui va nous taper ses doigts, nous donner une amende. Mais on s'engage, on écrit et on signe. Donc, il y a quelque chose à faire. C'est une vision commune, dans le fond. Tout à fait. On connaît le contexte international à l'heure actuelle. Est-ce que c'est difficile de travailler avec certains pays où je sais que les collègues qui travaillent en sciences portent pas nécessairement les décisions politiques du pays auquel ils appartiennent, mais est-ce que ça met des bâtons dans les roues à ces collaborations-là ou des contraintes quelconques? Bien, je pense qu'il faut pas tomber dans l'aveuglement volontaire ou involontaire. On sait bien que, quel que soit le pays où on fait cette recherche-là, les décisions de gestion, les orientations politiques gouvernementales de chacune des juridictions vient teinter la recherche. Ce serait faux de prétendre le contraire. Puis prioriser certaines questions plutôt que d'autres. Exactement. Donc, dans ce contexte-là, on a cette chance-là au Québec, entre autres, d'avoir quand même de bons degrés de liberté. On n'est pas assujetti nécessairement à suivre le pas de nos responsables gouvernementaux. Cependant, il faut être conscient de la direction qui est prise. On a une nouvelle stratégie du saumon qui a été développée par le gouvernement fédéral. Donc, ça va teinter, ça va influencer ce qui va se faire dans les prochaines années. Quand on la lit, puis on a probablement aussi, encore une fois, tous été partie prenante. On a à tout le moins eu des entrevues qui ont été faites pour arriver à accoucher de cette stratégie-là, qui est une stratégie fédérale. Et on ne peut pas être contre la vertu. La mission principale, c'est créer les conditions nécessaires pour que le saumon atlantique et la communauté qui lui est associée puissent prospérer. Donc, c'est beau. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est sur papier, ça fait bien du sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis « et la communauté ». Alors, qu'est-ce que la communauté du saumon? Bien, c'est nous tous. C'est le saumon, c'est ses habitats, mais c'est nous tous aussi. Les chercheurs, les gestionnaires, les usagers, les pêcheurs, tout ça, ça fait partie de la communauté du saumon. Donc, cette idée-là, elle n'est pas mauvaise a priori. Comment ça va se concrétiser? Bien là, on nous propose ce qu'ils appellent des résultats stratégiques. Je prétends qu'on n'est pas rendu à la phase résultat encore, mais on nous dit qu'il va y avoir une approche collaborative. On nous dit qu'on va travailler avec les Premières Nations. On nous dit qu'il va y avoir une approche basée sur le lieu, ce qu'on appelle dans le jargon anglophone « place-based », ça veut dire qu'on travaille, ce que le Québec fait depuis longtemps, rivière par rivière. C'est tellement important parce que la réalité de chaque lieu est tellement différente qu'on ne peut pas appliquer des règles de gestion ou même des stratégies de développement avec une logique qui est pensée
5000 km plus loin, c'est un autre Ça ne rivière. fonctionne pas. Ça On le sait marche bien, pas. oui, tout à fait. Puis certaines juridictions ont toutes les cicatrices pour pouvoir faire la démonstration que ça ne fonctionne Oui. pas. Oui. Donc, on va essayer de travailler dans ça. Puis, dans cette vision-là, qui a été promulguée il y a quelques mois, mais ce qu'on nous annonce, c'est qu'il faut que les décisions soient informées. Donc, encore une fois, quand on utilise cette phrase-là, on en revient au lien qu'il doit y avoir entre nos gestionnaires, les usagers et les chercheurs. Parce que pour avoir une décision informée, ultimement, si nos décideurs sont dans leur petite bulle et ne prennent pas en compte la recherche la plus récente, ne parlent pas à ceux qui sont sur le terrain puis qui voient les choses évoluer, bien, la décision va être stérile, selon moi. Oui, oui. Puis on avance. On a aussi beaucoup de cicatrices. Oui, on a des cicatrices pour prouver ça. Pour prouver que ça ne fonctionne pas. Le Canada, dans ce groupe international-là, est-ce qu'on est des leaders? Est-ce que le modèle vient de chez nous ou comment ça s'est organisé, l'OSCAN? Le Canada est un des leaders. Ah oui? Il est un membre fondateur puis un des leaders. Je n'ai pas tout l'historique de l'OSCAN, mais ce que je remarque, c'est que c'est quand même, quand on regarde la répartition du saumon en termes de nombre de rivières puis de kilomètres carrés d'habitats en eau douce, c'est clair qu'on a une grosse part du gâteau. Donc, forcément, on est un des joueurs clés au niveau international. Mais pas que. Évidemment, on connaît ceux qui s'intéressent au saumon savent qu'il y a encore des pressions de pêche qui se font en eau salée, en océan, que ça a beaucoup diminué, mais il y a encore des enjeux. Donc, il y a d'autres membres qui, eux, sentent qu'ils sont là peut-être en partie pour protéger une industrie. Donc, on a des visions qui peuvent s'entrechoquer parfois. Mais ce forum de discussion-là permet d'en arriver à des décisions qui ressemblent de plus en plus à des consensus basés sur cette information scientifique-là qui est produite grâce, entre autres, à des approches collaboratives comme ce qu'on fait au Québec puis ce qu'on fait à l'intérieur du JV à l'échelle de toute l'aire de répartition en Amérique du Nord du saumon. C'est comme gérer un gros orchestre, là. Il y a le chef d'orchestre, puis il faut que tout le monde, avec ses instruments différents, puisse se parler puis être à l'unisson. Là. Très bonne image. Moi, j'ai trouvé ça, on le voit même à cette échelle-là internationale, un peu ces transitions-là au niveau des cultures organisationnelles de collaboration. Dans le fond, il y a comme les délégations de tous les pays. Il y a aussi une délégation des organismes non gouvernementaux dont on fait partie. Fait que toutes les FQSA, ASF de ce monde sont aussi réunis. Puis, dans les dernières années, il y a aussi une délégation des Premières Nations, mais qui est aussi au niveau international, puis qu'il y a des rencontres qui se font en parallèle, un peu tous ces milieux-là. Puis, c'est certain qu'un des grands sujets, c'était justement la discussion autour des pêcheries au Groenland dans les dernières années. Il y a eu des décisions, il y a eu des changements, il y a eu justement peut-être un peu plus un consensus, un suivi. Fait que le travail, au final, il a été bon. Puis, ça donne des résultats. Puis là, maintenant, on voit que même NASCO veut changer un peu, évoluer dans la vision de dire comment est-ce qu'on fait pour devenir finalement une plaque internationale de nos grands engagements pour l'ensemble des pays. C'est vraiment intéressant. Et vous êtes tous les deux dans cette organisation-là. Est-ce que vous le voyez, l'espèce de changement de plaque tournante? Ben, il y a beaucoup de contraintes. On comprend le contexte dans lequel on vit, mais c'est-tu vraiment en train de changer? Puis est-ce que ça vous donne espoir de ce qui s'en vient? Moi, ce qui me donne espoir, j'ai hâte d'entendre Myriam là-dessus aussi, mais ce qui me donne espoir, c'est que j'ai l'impression que le fait qu'on demande aux membres de s'engager sur des mesures concrètes, là, on ne parle pas de « je vais faire de la recherche sur la génétique du saumon ». Là, on veut, oui, faire la recherche sur la génétique du saumon, bien entendu, mais dans l'objectif d'arriver à une mesure concrète qui va être appliquée par les gestionnaires sur le terrain. Donc là, on est dans la phase où ces engagements-là sont pris par le Canada et tous ceux qui évoluent dans le monde du saumon au Canada pour dire, OK, on va travailler sur quoi? Bien, par exemple, au Québec, je peux vous dire que je ne pense pas que je divulgage quoi que ce soit. Il y a un engagement qui va être pris pour travailler sur les refuges thermiques. On sait que dans le sud du Québec, plusieurs de nos rivières commencent à étouffer un peu côté thermie. Ouais. Donc là, la question de où sont les oasis pour le saumon?
Où peuvent-ils aller se réfugier lorsque ces événements chauds-là se produisent? Et on le sait, tous les scénarios nous disent qu'il y en aura plus de vagues de chaleur. Elles vont être plus longues, plus intenses. Donc, c'est de première importance d'arriver à dire où sont ces refuges-là et est-ce qu'on peut les protéger? Comment protège-t-on un refuge thermique? On n'a jamais eu cette question-là. Tout à coup, on se dit, OK, ça veut dire quoi? Bien là, il faut faire la recherche. Donc là, c'est là où les chercheurs disent, bien, oui, un refuge thermique, c'est une belle combinaison dans un petit ruisseau de canopée, d'apport d'eau souterraine. Alors, on peut fournir cette information-là et les praticiens vont nous dire, ben oui, moi je le sais, le refuge thermique sur ma rivière, je sais où ils sont, il est là. Donc, on peut arriver dans les prochaines années à dire, on va en protéger. Ça va devenir, ce seront des aires protégées. Oui, bien, c'est ça. Puis je trouve ça fascinant, là, entre autres, l'exemple de la rivière Matapédia, en fait, où ils ont travaillé plusieurs organisations ensemble. Puis il y a les recommandations au niveau de la protection des refuges thermiques est issue directement de la recherche. Mais il y a des groupes localement comme l'organisme de Bassin-Versant, Guinou, avec Caroline Yélis qui a été là plusieurs fois, qui ont parlé avec la MRC, qui ont parlé avec l'organisme de Bassin-Versant, puis que là, ils ont dit « Ah, OK, bien, la mesure concrète, c'est de prendre tel plan puis de le mettre dans tel autre plan, parce que là, on parle de responsabilité, puis c'est de la réglementation un peu aride, mais à un moment donné, il faut que ça devienne dans un schéma d'aménagement réglementé par la MRC de telle affaire, parce que la MRC a donné une reddition de compte au ministère des Ressources naturelles en vertu de lois sur le territoire, en fait. C'est ça. Mais ils ont réussi à faire ça, puis que c'est devenu hyper concret où ils ont décidé que ces tronçons-là, ces bandes riveraines-là, ils vont se passer comme ça, on le touche pas. Puis c'est simple, puis à la fois tellement complexe. Ce qui est beau, c'est qu'on s'est rendu au bout de l'exercice. C'est un chercheur comme moi peut très bien dire, voici les outils, blablabla. Mais si ça reste dans une sombre publication scientifique, puis ça ne sert pas, c'est pas intéressant. Dans ce cas-ci, il y a eu de la recherche en amont. Et puis après ça, les organismes sur le terrain ont repris cette information-là, sont allés cogner aux portes des régulateurs, puis ont dit, voici comment il faut que ça change. Et de plus en plus, ça doit se faire, et ça doit se faire à un rythme accéléré, parce qu'on n'a pas le luxe d'avoir le temps de tergiverser, malheureusement. Non. Puis, en fait, parce que je voulais revenir un peu sur ce que tu disais tantôt, je trouve aussi qu'en complémentarité, ce genre d'engagement-là nous permet, en fait, je pense que ça nous permet d'avoir un horizon de temps qui va au-delà des cycles électoraux. Parce que là, parce qu'on se dit, c'est correct, là, c'est normal, puis on a tous besoin de la politique, puis c'est bien correct là-dedans, mais le fait d'avoir une stratégie, tu peux dire, là, on peut avoir une vision sur 10, sur 50, sur 100 ans, qui est axée sur vraiment les besoins. Ça, c'est vouloir assurer la pérennité du saumon atlantique puis des communautés autour du saumon. Je veux dire, on peut pas être contre la vertu, mais que ça soit un engagement, c'est que ça devient un engagement dans le temps. Fait que peu importe que les gens changent, les chercheurs qui arrivent, les organismes, les pêcheurs, les pratiques, que tu sois ou dans le domaine de la foresterie, de la faune, ou peu importe c'est quoi, tu te dis, comment je peux participer, moi, là-dedans et dans le temps? Puis la nature, je trouve que souvent, on adopte des réglementations ou des façons de faire, on essaie d'aller vite, mais... Puis c'est toujours des résultats maintenant qu'on souhaite, mais la nature n'est pas faite de même. Les cycles de température, d'étillage, puis toute la dynamique, en fait, naturelle des écosystèmes, c'est des tendances, elle a son propre rythme. Il faut qu'on travaille avec ce rythme-là puis qu'on l'écoute. Puis en même temps, on vit dans une époque d'urgence climatique. Il y a des choses qui changent extrêmement rapidement. Puis je pense que dans un contexte comme ça, on n'a pas le luxe, comme tu disais, André, de se passer du savoir de personne. On ne peut pas se dire on va juste travailler avec une partie de l'information parce que notre modèle est comme ça. Ça prend cette collaboration-là plus que jamais parce que, justement, on a besoin de solutions efficaces qu'on ne trouvera pas nécessairement, même si la nature a son rythme, on n'a pas les moyens, des fois, dans le contexte, d'attendre 10 ans après une réponse philosophique puis 2 thèses de doctorat. T'sais. Non. Fait que c'est des questions qui sont super appliquées sur le terrain, puis la collaboration est super importante pour ça. C'est quoi, d'après vous, l'élément crucial? Qu'est-ce que ça prend pour collaborer efficacement?
C'est quoi que ça... Qu'est-ce qui fait... C'est quoi le gaz de ça, là, qui fait que ça marche bien, là? Et moi, je pense que c'est une question complexe. Oui. La réponse simple, c'est faut écouter puis se parler, mais ça de l'empathie. Ça demande ça, effectivement. Mais au-delà de ça, je pense que du côté des chercheurs, le pas qui a été franchi en partie, je ne parle pas pour l'ensemble de mes collègues, c'est de dire, oui, on fait de la science, mais on n'a pas la science infuse. Il y a beaucoup d'autres connaissances qu'on peut aller chercher et ça veut dire qu'il faut être, à quelque part, patient. Parce que c'est plus facile, entre guillemets, de rester dans sa tour d'ivoire puis de faire ses trucs que d'aller sur le terrain puis de vulgariser ces outils-là puis de montrer leur pertinence. Puis ça, c'est pas, malheureusement pas, comme tu le soulignais plus tôt, du temps qui est récompensé en recherche, malheureusement. C'est récompensé parce que ça montre que la recherche va être utilisée, ce qui est très gratifiant. Mais dans nos structures de financement de la recherche, c'est pas malheureusement quelque chose qui est suffisamment pris en compte et gratifié. Il n'y a pas d'indicateur pour ça. Non, malheureusement. Mais c'est gratifiant aussi, j'imagine, d'un point de vue humain, parce Absolument. que quand la collaboration fonctionne, c'est parce que dans le mécanisme, il y a une confiance mutuelle de différentes perspectives qui s'est bâtie aussi. Puis je pense qu'on le voit là, avec les collaborations que vous faites, la science, les gestionnaires, les organismes comme la FQSA, il y a un langage commun qui s'est bâti, puis c'est ça, c'est de la confiance mutuelle dans le savoir qui est aussi valide que ce soit une publication scientifique qu'un savoir traditionnel autochtone sur le bord d'une rivière, tu sais, ou le savoir des pêcheurs en général qui les connaissent, là, leur rivière. Je pense que cette confiance-là est super importante aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, il y a un respect, une humilité, puis je dirais comme une honnêteté aussi dans nos intentions que je sens aussi, puis qui est super importante là-dedans, parce que, tu sais, c'est peut-être justement de par la situation du sommet atlantique, ben tu sais, ça... On a tous envie que ça fonctionne. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu travailles avec tes tripes à la table, ça se sent, puis ça aide dans ta barouette à collaborer, puis à dire, ben oui, ça fait du sens, je vais t'écouter, je m'engage à ça, je comprends pas toujours. Des fois, tu sais, on peut faire des faux pas ou pas utiliser le bon langage, mais c'est pas grave, tu sais, je vais continuer d'essayer parce qu'elle est honnête, puis elle est humble, ma démarche, puis tu sais, je pense que c'est ça, il y a énormément de gens dans... Elle est passionnée, c'est ça qui est... Tu as raison. Tous les chercheurs, tous les gens impliqués dans le saumon, ils le font, comme tu dis, travailler avec leur trip sur la table. C'est des gens qui sont tous passionnés. Tous. Ça, c'est merveilleux. Puis pour en revenir à ce que tu disais, moi, là où j'ai vu le déclic, c'est dans les yeux de mes étudiants, quand je les ai amenés au Forum du savoir. Parce qu'ils travaillent dans leur petite bulle, bien évidemment. Puis là, tout à coup, tu leur dis, ben là, tu vas aller parler à des gens qui ne sont pas dans la même bulle que toi, là. Donc là, ils arrivent avec leurs trucs, ils me montrent des belles grosses équations mathématiques. Je leur dis non, c'est pas ça qu'on s'en va faire. Ça ne marchera pas. Là. Ça ne fonctionnera pas, tu ne parles pas le bon langage. Change de langage. Et cet exercice-là, à chaque fois, ils en ressortent épanouis parce que tout à coup, ils disent ah, OK, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que je fais ça. C'est pas juste dans le but d'obtenir ma maîtrise, mon truc, mon machin. Ça fonctionne, puis ça va servir à ces gens-là. Donc ça ouvre les yeux énormément. Et je pense que ça permet de créer la future génération de collaborateurs. Puis c'est ça qu'on veut. On veut des gens qui vont... Nous, on a peut-être commencé doucement ces collaborations-là, mais comme on l'a dit plus tôt, la prochaine génération, ça va être obligatoire. Ils n'auront pas le choix. Les données vont être ouvertes, la collaboration va être essentielle. Et puis c'est comme ça qu'on va arriver à peut-être aider le saumon à passer au travers des épreuves qui s'en viennent. Bien, puis c'est tellement des belles façons justement d'avoir des langages communs parce que, je veux dire, c'est grâce aussi à des chercheurs comme vous autres qui formez cette relève-là de personnes qui vont avoir une maîtrise, un doctorat, mais qui vont travailler dans toutes les sphères, en fait. Avec les bons réflexes. Ils vont travailler comme autant au gouvernement que dans le monde de la recherche. Il y en a qui vont faire des carrières académiques, d'autres qui vont travailler dans le milieu des OBNL. Et c'est parfait comme ça, parce qu'on va arriver, puis on est capable de se comprendre, puis d'adapter les langages, parce que il y a eu une philosophie, je pense, que vous avez développée au niveau de la formation qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est sûr que ça donne de l'espoir. Oui, c'est clair. Ben, moi, je pense qu'il est en train vraiment de se bâtir une structure qui
qui est basé sur une espèce d'esprit de famille un peu, avec du monde qui mettent leurs tripes à la table, justement, puis de la passion sur le but ultime de protéger le saumon atlantique. Puis on a une belle génération qui s'en vient. Moi, je suis convaincue de ça. Puis c'est en brisant ces silos-là, puis en faisant les ponts du langage commun, puis en étant capable de se parler, qu'on va être capable de faire une réelle différence pour ce saumon-là qu'on essaye de protéger. Puis en même temps, c'est notre ambassadeur. Hein? Lui, il ne connaît pas les frontières géopolitiques, là, puis il nous force un peu à travailler ensemble. Ça, c'est un bel ambassadeur de collaboration, le saumon atlantique, franchement. Là. Oui, je me souviens, tout jeune, moi, j'étais frappé par l'image des armoiries du Nouveau-Brunswick. Le saumon est au sommet. Ben, c'est parfait, ça. Donc, on voit que... On pourrait en faire un nouvel emblème au Québec. Le roi des rivières, avec sa petite couronne. Donc, on pourrait l'ajouter aux armoiries du Québec. Ils viennent d'être changés, là, c'est le bon temps pour continuer. Oui, pourquoi pas. On va faire des suggestions. Si vous avez des idées de dessin, tout le monde, vous pouvez nous soumettre ça. Mais c'est un réel ambassadeur, c'est clair. Oui, absolument. Vraiment. Et puis, on a cette chance-là de pouvoir essayer de faire ce petit bout de chemin-là pour aider le saumon. Toujours en collaboration, puis en essayant de baisser les barricades autant que faire se peut. Oui, mais je pense que nous, on a eu cette chance-là aujourd'hui de pouvoir en parler pendant presque 1 heure. Puis André Saint-Hilaire, c'était un plaisir de discuter de ça partagé. Avec toi. Vraiment. Je pense qu'il y a plein de messages d'espoir dans la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Puis ça donne le droit de croire un bel avenir pour le saumon atlantique, puis pour toutes les communautés qui dépendent. Je pense que c'est ça. C'est très humain tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Absolument. Oui. Oh, merci. Merci à vous. Ça a été un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. Super.